Bon, donc moi, je vais vous parler d'une pathologie qui est moins fréquente que l'arrêt cardiaque et que le trauma crânien, euh, mais qui présente quand même un avantage méthodologique et scientifique dans la mesure où, en fait, cette population hémorragie méningée est assez standardisée, peu d'antécédents au préalable, et il y a une évolution de cette pathologie avec l'apparition du vasospasme qui va évoluer vers des lésions ischémiques qui rend l'impact d'un biomarqueur hyper pertinent. Donc, on parlait de la pertinence du biomarqueur. Là, dans cette population, il y en a. Alors, j'avais le choix entre vous faire un topo un peu lourd où je passais en screening les uns après les autres tous les biomarqueurs qui ont été testés. Alors, il y a une super revue de 2015 qui prend 135 citations et qui les prend une par une. Bon, je me suis dit que ça allait pas être le but de mon topo, et que sinon j'allais endormir tout le monde. En pratique, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quelles sont réellement les cibles. Qu'est-ce qu'on a comme outil actuellement, comment on a réussi à détecter ces cibles et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc en 2015, on avait déjà à peu près 130 dossiers plutôt corrects. Quand j'ai repris là récemment depuis 2015 ce qui se passe sur PubMed, bon c'est explosif. Alors après la question c'est est-ce que c'est une usine à publication parce qu'en fait c'est quand même assez sympa de publier sur cette pathologie, ou est-ce que réellement on va pouvoir avancer dans notre prise en charge avec à la fois donc cette question de pertinence et puis la question de validité externe qui a été bien évoquée par Jean-François. En fait, on peut imaginer qu'un biomarqueur puisse marcher dans une population ou dans un système et qu'en fait, il marcherait pas dans un autre. Ce qui rend quand même notre utilisation de ces biomarqueurs compliquée. Et vous allez voir d'ailleurs que pour répondre à ce point-là, j'ai décidé de vous présenter principalement des données françaises, un peu cocorico, mais il y a pas mal de données sur Marseille, il y en a un peu sur Paris aussi. Et donc, j'ai préféré vous présenter des données qui peut-être répondent un peu plus à nos questions avec notre organisation de soins et avec nos populations. Alors, ce qui est très intéressant dans cette population hémorragie méningée aussi, c'est que donc ils sont assez homogènes à l'arrivée. Il y a une gravité qu'on va réussir à grader très facilement avec la clinique. En fait, le WFNS nous donne énormément d'informations sur la gravité de nos patients. Et puis l'autre élément qui me paraît vraiment très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une stabilité du pronostic chez nos patients, en tout cas sur la mortalité, qui est évidente. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qu'on va sortir vivants ne mourront peu ou pas. Et on a un petit shrink sur les populations intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a une inversion entre ceux qui sont handicap léger lourd, il y a quelques lourds qui deviennent légers, mais en pratique quand même on a une population qui est assez homogène. Et puis tous ceux qui sortent de réanimation en très bon état le resteront. Contrairement par exemple aux populations arrêt cardiaque où là on voit qu'il y a des problèmes surajoutés. Autre élément qu'on n'avait pas sur cette étude-là, parce que cette étude-là qu'on avait fait sur 1000 malades était avant 2013, on a l'apparition des directives anticipées. Et alors là, ça va rendre l'intérêt d'un outil pronostic très compliqué dans la mesure où, et ça c'est Bernard qui l'a évoqué, le contexte social et finalement la volonté du patient va complètement influencer sur son devenir, et c'est pas forcément la gravité de cette pathologie qui va influencer dans sa globalité. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça maintenant, et donc ça va probablement mettre en défaut tous nos outils de pronostication et notre capacité finalement à déterminer ce qui va apparaître dans les suites chez nos populations. Donc comme je l'ai dit, le WFNS, c'est magique. En fait, ça marche très très bien. Donc en fait, si vous voulez vous intéresser à pronostiquer vos patients, déjà la clinique donne une énorme partie de l'information. On l'a testé, vous verrez. En pratique, on peut rajouter des biomarqueurs. Ça donne des éléments intéressants qui sont pas collinaires, comme l'a dit Russell. D'ailleurs, je remercie beaucoup Russell et Vincent parce qu'ils ont déjà fait une énorme introduction qui me permet de chanter certains éléments et des petits bémols qu'il faut mettre quand on parle de pronostication. La particularité de cette population, c'est donc, comme on l'a dit, une prise en charge finalement assez standardisée, en tout cas pour la prise en charge initiale, avec des sous-groupes. On a des cas particuliers, il y a des malades qui se présentent avec des hématomes, il y a des malades qui se présentent directement avec des vasospasmes, c'est assez rare, mais bon voilà. Et on a des patients qui ont ou pas une hydrocéphalie, on va d'abord leur mettre une DVE, et puis il y a des malades qui ont ou pas une défaillance hémodynamique et respiratoire initiale, avec ces phénomènes de myocardite adrénergique, d'OAP neurogénique, qui sont des sous-populations très particulières, à haut risque, et pour lesquelles ça peut être intéressant aussi de chercher des biomarqueurs qui permettent de les
prédéterminée. Dans la mesure où ces sous-populations-là auront une prise en charge complètement à part, n'auront pas besoin ou ne pourront pas avoir une exclusion anévrismale précoce, donc ça va influencer leur devenir. Donc je pense que c'est intéressant aussi de se dire que sur ce tableau-là, on est à peu près tous d'accord. En fonction de nos centres, l'exclusion anévrismale, elle va être plus chirurgicale ou plus par embolisation, mais on a maintenant quand même à bien déterminer une prise en charge à peu près globalisée, ce qui n'était pas le cas dans les années 2005-2010, dans la mesure où on était en pleine incrémentation de la radiologie interventionnelle et les centres encore ne proposaient pas les mêmes technologies pour gérer la population anévrismale. Alors ensuite, revenons à la physiopathie particulière de cette maladie. C'est un de mes internes qui a fait ce tableau-là que je trouve assez sympa pour sa thèse, donc je lui ai piqué. Je le remercie. L'HSA donne des effets précoces avec de l'ischémie globale transitoire, des effets mécaniques qui vont jouer sur l'hémodynamique cérébrale. Ça va générer donc des lésions précoces qui vont générer une réponse inflammatoire et neuro-hormonale systémique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on les détecte précocement, ces phénomènes-là, ils vont influencer probablement le pronostic dans la mesure où ça va détecter des populations à risque d'un devenir plus grave, dans la mesure où ils sont suspects d'avoir des lésions précoces. Ensuite, après, on sait que l'HSA et le volume de sang présent dans le sang influe énormément, l'âge aussi d'ailleurs, va participer à l'apparition d'une maladie radiologique qu'on appelle le vasospasme. Donc, le vasospasme est une maladie qu'on va déterminer sur l'artériographie. Nous, ce qu'on peut tenter de détecter avec nos Doppler, c'est une accélération des vitesses qui est associée avec la maladie radiologique. Et on va voir, j'ai des données là-dessus pour vous le prouver, cette maladie radiologique est associée avec des lésions ischémiques qui rentrent dans le cadre de la grande famille des lésions ischémiques cérébrales retardées, qui sont liées à la fois au vasospasme et puis à l'évolution par différents phénomènes des lésions cérébrales précoces qui vont s'acutiser et parfois s'aggraver avec l'apparition de nouvelles lésions ischémiques qui sont liées à des phénomènes complexes qui ont déjà été un peu abordés par les différents topos, qui intègrent beaucoup la neuroinflammation, comme l'a dit Bernard, la BH2, des phénomènes qui sont spécifiques à cette maladie, qui sont liés à la vasoconstriction. Et on va voir que finalement, c'est peut-être en travaillant un petit peu plus sur l'endothélium et la capacité de l'endothélium à réagir à la fois à l'HSA elle-même et à l'inflammation, qu'on va un peu mieux détecter certains sous-groupes de patients qui vont mal évoluer. Et puis on va arriver donc à cette maladie qu'on appelle maintenant delayed cerebral ischemia, et un grand pourvoyeur de mauvais pronostics chez nos patients et qui finalement va entraver le pronostic de nos patients. Donc je pense que la particularité, et c'est tout l'intérêt des travaux sur la pronostication de l'HSA, c'est que certains patients sont pas graves initialement et peuvent le devenir, et c'est ceux-là qui nous passionnent. Ce sont en fait des malades qui sont pas graves, ou en tout cas stabilisés, et qui vont acquérir des nouvelles lésions. Et là, on a un rôle à la fois thérapeutique et un intérêt évident de vos facteurs pour déterminer cette population. Alors, on sait que l'angiographie... excuse-moi Vincent, excuse-moi 2 secondes. Est-ce que vous pouvez tous arrêter votre micro? Je pense que c'est Girard aussi qui vient de se connecter. Vous pouvez tous enlever votre micro, s'il vous plaît, sauf celui, bien sûr, l'orateur. Ah, c'est sympa. T'es vraiment gentil. Je te remercie. Cool, ok. Donc ce travail-là, en fait, il paraît évident, mais je pense que c'est quand même bien de se le redire, parce que les évidences sont toujours bonnes à prendre. Quand un malade présente un vasospasme angiographique, que nous on arrive à détecter avec notre Doppler, c'est associé avec l'apparition de lésions ischémiques. C'est intéressant dans la mesure où certains pourraient quand même croire que le vasospasme est une maladie juste du vaisseau et qu'en fait elle n'a pas forcément d'impact sur le parenchyme. Non, on a des données pour montrer que un vasospasme angiographique peut évoluer vers une ischémie cérébrale et ce qui laisse évidemment un champ d'action pour une thérapeutique efficace. Et donc il y a un énorme travail pour éviter l'apparition d'ischémie dans le cadre du vasospasme et un champ d'action pour essayer de détecter à la fois le vasospasme précocement avec des biomarqueurs et puis détecter précocement les sous-groupes de patients qui vont développer un début d'ischémie et donc là un champ d'action aussi pour le biomarqueur dans ce cadre-là. On avait fait une étude sur 1000 patients HSA sur une cohorte à la Pitié. On essayait de détecter les malades qui développaient un ranking 3-6, donc en incluant donc les morts, les post-relationnels et les handicapés sévères dans le même groupe, pour éviter d'ailleurs entre autres le sujet de l'autoprophétie réalisatrice.
où en fonction de nos travaux et de notre manière de travailler, on n'est pas forcément avec la même proportion de ranking 5 dans nos populations. Ce que je voulais souligner dans ce travail-là, c'est qu'on voit que le phénomène vasospasme n'est pas directement corrélé avec un mauvais pronostic. En revanche, le phénomène ischémie associé à un vasospasme est lui, avec un odds ratio aux alentours de 7, fortement associé avec un mauvais pronostic chez nos patients. Toute une littérature est sortie depuis 10 ans pour nous montrer qu'en pratique, les lésions qu'on voit apparaître ischémiantes dans les suites d'une HSA ne sont pas forcément liées au vasospasme. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le vasospasme va générer des ischémies si on le laisse évoluer, c'est certain, mais certaines lésions ischémiques vont apparaître chez nos patients et elles ne sont pas directement imputables à des phénomènes de vasospasme. Alors, soit on les a pas détectés, ces phénomènes de vasospasme, et donc dans le groupe no vasospasme, il y a probablement des patients qui en avaient à détecter, soit, et c'est probablement le cas, il y a des phénomènes qui sont directement ou indirectement liés à l'HSA, les conséquences de l'HSA, et qui vont introduire des lésions ischémiantes qui sont a priori pas les lésions ischémiques initiales, mais des lésions ischémiques qui ont été acquises dans les suites de notre prise en charge. Donc on est maintenant sur un schéma un peu comme ça. L'HSA, une grande famille de malades avec des bas grades, des hauts grades, et puis parmi ceux-là, certains vont développer un vasospasme qu'on peut détecter avec le Doppler, mais qui est une maladie radiologique. Et puis ces malades avec un vasospasme peuvent développer une ischémie cérébrale. Et puis, il existe des malades qui vont développer une ischémie cérébrale qui n'est pas directement liée au vasospasme et pour lequel on a d'autres phénomènes. Donc, ça nous donne en fait la possibilité de détecter chacun de ces sous-groupes. Et le but de nos biomarqueurs va être de savoir en fait si on peut bien détecter les vasospasmes, si on peut bien détecter les ischémies cérébrales et si on peut bien détecter les ischémies cérébrales imputables au vasospasme ou non imputables au vasospasme. Donc on est sur une nouvelle nomenclature qui va nécessiter donc on développe des méthodologies pour avec des biomarqueurs être beaucoup plus précis dans ce qu'on va chercher. En pratique, quand on est dans les suites d'une HSA, si j'essaie de faire une image un peu globale de ce qui va être réellement pertinent pour le devenir de nos patients, on va pouvoir détecter des atteintes directes du parenchyme cérébral. Donc évidemment, les malades qui présentent un hématome, évidemment des malades qui vont présenter des delayed cerebral ischemia. On va s'intéresser aussi à des atteintes indirectes d'organes vitaux. On a des malades qui vont avoir des atteintes cardiaques qui peuvent entraver le pronostic des patients avec des pseudo-Takotsubo, des myocardites adrénergiques qu'on a tous vus, des malades qui vont développer des atteintes pulmonaires qui peuvent être catastrophiques d'emblée avec des OAP neurogéniques, et puis des surinfections qui peuvent aussi être graves, et puis une activation du système immunitaire inné par différents phénomènes, à la fois des phénomènes qui viennent directement de l'atteinte cérébrale, des réactions d'un organe sur l'immunité, des réactions d'immunité sur l'atteinte cérébrale et une soupe inflammatoire qui s'organise. Donc en fait, la littérature qui s'intéresse aux biomarqueurs dans cette pathologie intègre ces grands phénomènes et finalement essaie de caractériser chacun de ces sous-groupes en fonction de ce qui va nous intéresser. Quand on parle de système immunitaire inné, en pratique, on a deux manières d'y arriver. On va avoir la manière classique de l'infection. Nos patients cérébrolésés et entre autres, les HSA peuvent développer des infections. Ils sont probablement d'ailleurs même plus vulnérables que d'autres à développer des infections. Et ça, évidemment, ça va activer notre système immunitaire inné. Et puis, on a aussi les conséquences de l'hypoxie, l'ischémie, des hématomes et autres atteintes parenchymateuses cérébrales qui vont avoir une capacité à activer le système immunitaire inné par la libération de DAMS. Et la littérature, par exemple sur la PS100, la NSE, la GFAP, en fait, utilise ces biomarqueurs comme des marqueurs, mais il faut imaginer qu'ils peuvent avoir un effet biologique en tant que tel, dans la mesure où la PS100 est un DAMS, c'est donc un astrocyte qui finalement fait nid cellulaire et est capable de réveiller le système immunitaire inné, donc finalement peut être aussi un intermédiaire pour des phénomènes biologiques intéressants. Donc on est en fait devant un système qui est assez complexe et c'est d'ailleurs pour cela que pour le moment on est dans un grand flou, donc énormément de littérature et pour le moment pas encore de biomarqueurs génial qui va nous permettre de déterminer des populations à risque. Et en fait les partenaires de cette complexité, c'est quoi?
c'est à la fois des médiateurs comme des cytokines et des chymokines, avec des voies de signalisation qui sont impliquées et qu'on peut monitorer, des interactions cellulaires complexes avec plusieurs cellules qui vont interagir, la mort neuronale, l'activation microgliale, le recrutement leucocytaire, la réaction astrocytaire qui prend une place énorme maintenant dans la neuroinflammation, et puis la particularité de l'endothélium, à la fois sur la DHE, et puis la réaction endothéliale sur le phénomène vasospastique qui est probablement déterminante quand on s'intéresse donc au pronostic de ces patients. Avec pour toutes ces cellules des effets toxiques probables, des effets trophiques aussi, donc c'est compliqué dans la mesure où chaque cellule peut avoir un effet trophique et toxique, donc on est obligé d'utiliser cette balance aussi. Et puis la particularité que la neuroinflammation, on le sait tous, quand elle se met en place, le cerveau gonfle et donc on peut en plus. L'inflammation cérébrale, ça a été déjà un peu évoqué, ces courbes-là, il va y avoir des phénomènes aigus, des phénomènes plus intermédiaires et puis des phénomènes retardés. Je vais pas revenir complètement sur toute la neuroinflammation parce que c'est compliqué, mais en tout cas, quand on va s'intéresser aux neurobiomarqueurs, ça dépend énormément de la fenêtre de tir où on va se mettre. Donc si on se met très précocement dans l'histoire de la pathologie, on va pouvoir mesurer des éléments qui vont probablement impacter l'évolution précoce. Et puis, en fait, en fonction de chaque fenêtre, on va voir que chaque biomarqueur a probablement des intérêts. Et quand on regarde la littérature là-dessus, finalement, la fenêtre du prélèvement qui a été utilisée est très importante parce qu'elle peut déterminer finalement le mécanisme qui a été impliqué et donc finalement s'intéresser particulièrement à certains mécanismes. Donc, j'ai voulu essayer de vous faire un petit overview en fait de comment on essaie de travailler sur l'intérêt d'un biomarqueur dans cette pathologie et en fait quelles sont à la fois les méthodes, les targets et puis finalement nos principaux résultats. Les méthodes, c'est quoi? Alors soit on se base sur des cohortes rétrospectives pour lesquelles on a eu la chance d'avoir des dosages effectués dans le cadre du soin et puis on traite ces données a posteriori. Donc par exemple, ça a été présenté les rapports neutrophiles sur l'ECO, l'utilisation de la PS100 en routine clinique et puis après on étudie ça a posteriori. Donc ça peut être intéressant. Le problème c'est qu'il va y avoir beaucoup d'autoprophéties parce que si ces dosages sont utilisés, on peut imaginer que les praticiens les utilisent pour le devenir des patients et finalement ça va impliquer le devenir et on va se retrouver avec un biais méthodologique. On peut aussi utiliser des biobanques prospectives. Et alors là, en fait, la matrice qu'on va utiliser est déterminante avec des matrices qui sont pratiques parce qu'on pourrait les reproduire et puis d'autres qui sont finalement assez compliquées à mettre en place. Et donc la validité externe ou l'utilisation de l'outil en pratique routinière paraît quasiment impossible. Donc il y a le sang, évidemment, les cellules triées qui peuvent être intéressantes quand on s'intéresse à certains sous, par exemple les PBMC, ça peut être très intéressant de les trier. Le sérum, ça c'est assez accessible. Le LCR, ça devient un peu plus compliqué, mais notre population quand même est assez exposée à des DVE, donc ça peut être intéressant finalement de traiter le LCR chez ces patients. Et puis après, on arrive à des systèmes où justement, on va dire, le clinicien est complètement aveugle sur les résultats, dans la mesure où il est même pas capable de les intégrer. Seul un ordinateur va être capable de comprendre ce résultat avant qu'on puisse nous le présenter. Et là, on arrive à des techniques, en gros, de multi-information. Soit multiplex, où en fait, à partir du sérum, on va regarder l'équivalent d'une vingtaine de chémokines et de cytokines, et on peut le faire sur sérum et LCR, ça peut être intéressant. Et ce qui est de plus en plus à la mode, c'est de passer par des techniques omiques. Ça a été un peu présenté par les deux précédents orateurs. L'idée, c'est donc de faire un screening sans hypothèse au préalable. Donc, on sort complètement de notre technique de pensée Claude Bernard où en fait on pose l'hypothèse et après on teste. Là, on prend un prélèvement, on fait zéro hypothèse, on a la capacité biologiquement d'aller tester en large spectre la quasi-totalité des cibles. Et puis après, à partir de là, on va pouvoir déterminer des cibles intéressantes. Donc, des études métabolomiques, Marseille en particulier, transcriptomiques, myrnomiques, protéinomiques, qui sont en train de se développer. Et j'ai quelques résultats à vous présenter de ce point de vue-là. On peut aussi passer par des cytométries de flux et puis des techniques maintenant vachement pertinentes qui s'intéressent à faire du site-off. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des sous-types cellulaires et regarder ce qui se passe en voie de signalisation dans chacun de ces sous-types cellulaires.
C'est très élaboré, évidemment pas du tout pour la clinique, mais comme on va de plus en plus vers une médecine personnalisée, si jamais certains sous-groupes nous intéressent, avec des questions très pertinentes, on pourrait imaginer qu'on introduise ces nouveaux marqueurs. Comme je l'ai dit, le problème des biobanques, c'est de savoir où est-ce qu'on va cibler. Donc, il y en a qui s'intéressent à la phase initiale, l'arrivée, day zero. Il y en a qui vont dire non, c'est plutôt 3 jours après l'arrivée que c'est pertinent. D'autres qui vont dire c'est 7 jours après parce que c'est là où il y a le vasospasme. Il y en a qui vont dire il faut le faire tous les jours. Bon, là, en fait, on n'a pas vraiment d'idée préconçue là-dessus. Ça dépend vraiment de la question qu'on va se poser. Donc, ensuite, c'est quoi la question qu'on va se poser? Soit, on veut comprendre d'abord l'immortalité. Donc, la mortalité intra-hospitalière, ça peut être intéressant de savoir en fait quels sont ceux qui vont évoluer malheureusement vers un décès. Problème de validité externe évidente avec le contexte des limitations thérapeutiques et maintenant des directives anticipées qui perturbent énormément le signal de la mortalité. Et donc, de plus en plus, les études vont et font des regroupements de ranking 5-6, considérant que les rankings 6, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est lié aux patients et à l'équipe et on n'arrive plus vraiment à déterminer si c'est lié à la maladie. Le score de ranking précoce en sortie de réanimation, c'est très accessible. Le problème, c'est qu'il y a quand même une évolution. Je vous l'ai montré, elle est minime, mais il y a quand même une évolution pour certains patients. Et donc, c'est probablement trop simpliste de prendre ce ranking précoce et il faut aller probablement vers des rankings tardifs. Là, c'est plus compliqué à les attraper parce que il faut suivre nos patients et des difficultés sur ce qu'on va appeler un bon pronostic. Normalement, une HSA pourrait sortir ranking 0-1. Si jamais elle fait pas de vaso, si c'est un bas grade, le 0,1, ça peut être une cible particulière. Et finalement, si on arrive à 0,1, évidemment, c'est exceptionnel pour le patient. Donc, ça peut être, pour certains auteurs, la cible à chercher. D'autres vont dire que c'est plutôt 0,2, d'autres 0,3. Et donc là, il y a des débats infinis pour savoir quelle est la bonne cible pour définir les bons et les mauvais pronostics. Et donc, finalement, pour répondre à cette question, les études, souvent, sont obligées de présenter les tableaux en fonction des différents rankings, avec l'espèce de tableau avec toutes les évolutions possibles pour bien comprendre finalement comment le biomarqueur est capable de développer sa capacité prédictive pour les différentes cibles. Ensuite, après, il y a des proxys qui peuvent être cliniquement très pertinents. Et c'est finalement ce que nous, en tant que cliniciens, on apprécie dans la mesure où ils peuvent parfois modifier notre prise en charge. Définir les malades qui sont en HIC initial. Qui peuvent être intéressants parce que finalement, si jamais on définit ceux qui sont en HIC initial, ça va changer notre mode de monitorage, ça peut changer notre type d'exclusion anévrismale, et donc finalement, des vraies questions cliniques. La myocardite aussi. Si on peut trouver les populations qui sont en myocardite et qui cliniquement le présentent pas, ou en tout cas nous on n'a pas réussi à le détecter, ça peut changer notre schéma thérapeutique dans la mesure où on peut se poser la question de ne pas aller emboliser ou clipper un patient qui est en pleine défaillance myocardique. Le continuum entre le vaso et les lésions ischémiques. Donc là, clairement, un impact pré-thérapeutique parce que on le sait tous, il y a des malades bas grade qu'on aimerait bien remonter directement ou en tout cas les suivre le moins possible en réanimation pour libérer un peu de place. Si jamais on arrive à déterminer les patients bas grade qui n'évolueront jamais vers une ischémie, finalement, on pourrait pour eux diminuer la charge thérapeutique, éviter de prendre des places pour un autre patient. Et en revanche, si jamais on arrive à déterminer ceux qui vont évoluer vers une lésion ischémiante ou qui sont à risque, on va pouvoir charger toute notre stratégie préventive, parfois même agressive, du vasospasme, avec donc un contexte très particulier. Et puis un sous-groupe intéressant aussi, on est souvent dans le flou quand le malade à J5 commence à faire de la fièvre, dans la mesure où tout et n'importe quoi peut donner de la fièvre chez les patients qui présentent une hémorragie méningée. Et donc déterminer et détecter l'infection surajoutée paraît intéressant. Et donc il y a quelques études là-dessus, je vais vous en présenter une. Enfin, faut comprendre en fait dans quel schéma, quel est l'objectif du biomarqueur. Soit c'est purement pronostic pour définir les populations à risque de développer un mauvais pronostic ou un proxy. Et là, en fait, souvent c'est la mortalité, le ranking élevé, le GOS bas, l'ischémie cérébrale, le vasospasme qui est étudié. Il y a un intérêt pour l'équipe parce que ça peut avoir un effet stratification de prise en charge, un intérêt pour la famille d'évoquer un pronostic, ou en tout cas une idée du pronostic, et puis ça peut nous permettre de définir des sous-groupes pour certaines études. Par exemple, si vous avez un traitement à haut risque, mais que vous avez vraiment envie de tester, vous allez le tester probablement sur les populations qui sont déjà à très haut risque, comme le font un peu les cancérologues. Les nouvelles chimios sont testées plutôt sur les malades qui ont des très mauvais pronostics pour tester à la fois une efficacité et une tolérance.
Deuxième objectif, des objectifs pré-thérapeutiques. Donc là, en tant que clinicien, des biomarqueurs qui pourraient nous aider à modifier une stratégie thérapeutique à partir d'un critère qui préfigure d'une évolution. Donc par exemple le vasospasme, par exemple les lésions ischémiques, un risque infectieux. Donc ça, les cliniciens sont très friands de ça. Le problème, c'est que souvent, en fait, la littérature est pas très costaud et on s'approprie trop facilement des biomarqueurs qui n'ont pas encore la validité et la pertinence pour pouvoir être intégrés dans des recommandations. Et puis enfin, des objectifs purement scientifiques, comme par exemple définir l'efficacité d'une stratégie thérapeutique en utilisant un biomarqueur comme un surrogate. Ça a été fait, et vous allez voir, je vais vous en montrer un en fait qui a été fait par notre équipe et puis à la fin qui est tombé sur un piège. Donc je vais aller vite justement sur ces trois objectifs pour vous montrer en fait comment on a progressé. Première étude, donc juste sur une enquête rétrospective, population étudiée sur un seul centre. Donc voilà, problème de validité externe, le fait que ce soit qu'un seul centre, mais qui nous a permis quand même de regarder parmi des critères cliniques, biologiques et radiologiques quels étaient ceux qui étaient associés avec un mauvais pronostic. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que on arrive facilement à déterminer en fait le mauvais pronostic des malades qui ont une HSA. En fait, on a beaucoup de biomarqueurs et de marqueurs cliniques et radiologiques qui sont associés avec un mauvais pronostic. Et puis quand on fait de manière assez standardisée une étude donc à la fois en monovarié puis multivarié, on arrive à voir que la biologie sort plutôt bien. La protéinase 100 bêta, qui dans notre centre était dosée en routine clinique à l'admission, et la troponine, en fait, sont associés avec un mauvais pronostic chez ces patients. Et de manière intéressante, quand on fait une multivariée avec une stepwise, donc en incrémentant ou en réduisant le nombre de marqueurs associés avec le pronostic qui nous intéresse, en essayant d'être le plus parcimonieux possible, en fait, la biologie sort plutôt bien. Elle arrive à absorber pas mal d'informations que des critères cliniques ou radiologiques n'arrivent pas à donner. Et finalement, dans cette étude, on avait réussi à trouver que la troponine, le Glasgow, qui est déterminant, et la S100 bêta étaient les trois marqueurs qui étaient associés avec le mauvais pronostic, la mortalité, et puis aussi un ranking 3-6 dans notre population. Vincent, je suis désolé, il faudrait qu'on puisse... Ouais, j'ai bientôt fini. Mais j'ai pris moins de temps que les autres pour le moment, je crois. Hein. Non, la réponse est non. Ok. La protéine S100, en fait, elle a l'intérêt de pouvoir, dès l'admission, en fait, dichotomiser les populations qui vont évoluer vers un mauvais pronostic. Et autre élément intéressant, c'est que quand on le prélève de manière itérative, en fait, on arrive à faire des aires sous la courbe qui offrent justement cette information de mauvais pronostic. J'avance là-dessus. Et puis, quand on essaie de comparer justement différents biomarqueurs, on voit que en multipanel, la protéine S100, en tout cas dans cette population, a l'air de porter un intérêt particulier. Pour ce qui est des objectifs pré-thérapeutiques, avec la particularité donc du vasospasme, la protéine S100 a un intérêt en fait aussi, et donc c'est pour ça que certains auteurs et certaines équipes l'utilisent de manière routinière pour en fait détecter des ischémies qui seraient juste biologiques et qui seraient encore cliniques. Et on arrive comme ça à dichotomiser les deux populations, un travail qui avait été fait au préalable par notre étude, et d'autres outils ont été déterminés. Par exemple, l'équipe de Lionel et de Marseille qui s'était intéressée à l'AMMP9 comme étant aussi un marqueur qui permet de prédire l'apparition de lésions ischémiantes. On arrive à des marqueurs de plus en plus complexes, et donc là je vous présente deux études qu'on a fait à partir d'une cohorte qu'on appelle Vasogène, où en fait à l'aveugle on a prélevé du sang total, on a récupéré le RNA et on a pu faire du transcriptome et du myelome sur cette population, donc qui a déjà été abordé par les deux auteurs. On voit qu'on a affaire à partir de la capacité de prédiction, et on arrive à trouver comme ça des nouveaux biomarqueurs qui sont pas ceux qu'on pourrait utiliser en pratique clinique, mais qu'on détecte à partir de techniques omiques. Et donc un premier biomarqueur qui s'appelle le S1-PR4 qui a une cohérence qui est directement sur la connexion vasculaire pulmonaire, et puis un autre biomarqueur qu'on a pu faire en myelome qui lui aussi est intéressant dans la mesure où on a pu détecter comme ça un nouveau biomarqueur qui pourrait, dans les suites, être utilisé si la science n'est pas encore de la clinique. Autre étude qui a été faite par une équipe de Marseille, qui utilise là du métabolomique
et qui a montré qu'ils étaient capables de déterminer des profils métabolomiques particuliers chez les patients qui vont développer un vasospasme dans les fesses. Dernier objectif, l'objectif scientifique. En pratique, on peut utiliser ces biomarqueurs comme surrogate pour essayer de déterminer si un traitement est efficace ou pas. On l'avait fait donc à la Pitié avec une étude où on a essayé de tester la statine comme étant on a pu montrer que la statine était protectrice. Et puis, comme vous le savez, en fait, sur notre étude, on n'a pas pu montrer d'effet sur l'outcome à 1 an. Et puis, l'étude a été produite, et donc finalement, ça ne fait plus partie des recommandations d'utiliser les statines. Donc, je vais conclure. Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, ceux qui sont pas, qui parlent pas, ça interfère beaucoup sur la présentation de Vincent. Et je vais conclure. Là-dessus. L'HSA, en fait, est une population assez standardisée. On peut interagir avec et éviter une évolution qui est assez facile à prédire. Et donc, un intérêt potentiel des biomarqueurs dans cette population, dans la mesure où les questions cliniques sont relevantes. Qu'est-ce qu'on peut déterminer comme intensité thérapeutique? Qu'est-ce qu'on peut déterminer comme diagnostic précoce d'un vasospasme, d'une surinfection, du devenir. Donc, les biomarqueurs pourraient avoir un réel intérêt dans cette population pour, entre autres, ouvrir la porte de la médecine individualisée. Un grand piège dans notre population maintenant, c'est les directives anticipées, surtout pour les hauts grades. Ça va perturber énormément la pronostication de nos patients. Et donc, finalement, probablement, il va falloir en tenir compte au niveau méthodologique. Donc, pour conclure, moi, je dirais qu'on a une place évidente des biomarqueurs dans l'HSA, sans qu'on ait pour le moment de candidats valables. La troponine et la PS100 restent accessibles dans certains centres, efficients pour permettre la détection des myocardites, pour détecter précocement le vasospasme. Et donc, c'est les seuls éléments qui, en tout cas d'après moi, pourraient être introduits de manière clinique et routinière. Voilà, merci.